bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Alors il y a pas mal de rugby en ce moment et ça fait du bien. Nous allons être de retour d'ici quelques semaines pour parler des playoffs, des phases finales et toutes ces bonnes choses. Mais aujourd'hui je suis super content de partager avec vous cette interview avec Ian Borthwick. Ian est un journaliste qui travaille avec l'équipe Midi Olympique et Libération. Il est aussi écrivain. Si vous avez un livre sur des All Blacks à la maison, c'est sûrement son livre à lui. Je vous encourage de trouver ses livres. France All Black, 100 ans de rencontre, France All Black, la légende continue, et plus récemment, Au cours de la Fugère, Voyage sur les terres des Blacks. Allez, tout de suite, on va découvrir un vrai historien de notre sport et plein, je répète, plein de petits pépites qui va vous donner la sourire. À tout de suite avec Ian Borthwick. Aujourd'hui, je suis très content d'être là avec Ian Borthwick, qui est un journaliste, écrivain, un consultant média d'origine de Nouvelle-Zélande. Hello Ian, comment ça va aujourd'hui? Hello Thierry, ça va très bien, merci. Content d'être parmi vous. Parfait, on va avoir un concours d'accent anglo-saxon en français aujourd'hui. Ouais. Donc, vous avez une carrière incroyablement remplie et liée au rugby, mais j'aimerais démarrer par la même question que tout le monde me pose. Donc, comment tu es arrivé ici en France? La question, c'était une boutade. Je suis arrivé à pied. En fait, oui, oui. C'était un de mes rêves de traverser. En fait, j'ai traversé toute l'Asie avec un Ah, sac à dos pour arriver la première fois en France. En fait, en 77. Et je suis parti seul de Nouvelle-Zélande et j'ai traversé l'Australie, donc d'est en ouest. Ensuite, toute l'Indonésie. Ensuite, j'ai pris un avion d'Indonésie à Singapour et de Singapour à Paris en stop, pas bus des fois, mais je suis arrivé à Paris à pied. Enfin non, en train, mais j'avais fait du stop en France et jusqu'à Paris. C'était en 77, en fait, c'est un de mes rêves. Enfin, j'avais plusieurs rêves. Un de mes rêves, c'était de voir le mont Everest, ce que j'ai fait au Népal, et de voir les Blacks jouer à l'étranger. Et il se trouve que les Blacks allaient jouer à Paris en novembre 77, et c'était un peu mon but. Après, j'avais pas vraiment. Si, je voulais rester en France pour voir ce que c'était. Mais mon but, c'était ça, de voir le monde, et de voir les Blacks une fois à Paris. d'accord. Et en fait, donc rapidement par rapport à cette histoire de voyage que tu as fait jeune, il me semble que c'est quelque chose qui est assez fréquent chez des Nouveaux-Zélandais et des Australiens aussi. On voit souvent, ils partent de chez eux, ils ils font un grand voyage et parfois ils reviennent pas. Donc c'était un peu ton cas à toi? Ouais, c'est un peu le truc. En fait, ça fait partie, je pense que c'est toujours le cas, mais à l'époque, c'était encore plus flagrant parce que la Nouvelle-Zélande était encore beaucoup plus isolée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et pour moi, c'était une aventure. J'ai mis 6 mois quand même. J'ai 6 mois pour venir de Christchurch jusqu'à Paris. Mais pour moi, c'était un voyage fabuleux. Mais au bout, il y avait Paris, et puis il y avait aussi, au deuxième plan, il y avait le rugby. Parce que bon, j'avais joué au rugby toute ma vie en Nouvelle-Zélande. Et j'avais fait des études de français. Et en fait, quelque part, je voulais mélanger les deux et combiner les deux. Mais c'est vrai que pour un Néo-Zélandais et je pense que les Australiens aussi, ça fait partie de notre éducation de quitter le pays, de quitter le nid, et d'explorer le monde avant de revenir. Sauf que pour l'instant, je suis toujours pas revenu. Enfin, je suis revenu en voyage, mais je suis toujours là à Paris, plus de Ouais. 40 ans après. Ouais, c'est le fameux year off, quoi, et qu'on a on n'a pas forcément cette habitude, en France. Donc, tu as parlé de ta jeunesse, que tu as joué au rugby, mais en fait, tu es allé à Christchurch, c'était ton lycée, c'est bien ça? Et en fait, Oui. pour moi, est-ce que c'est un boarding school un peu, on va dire à l'anglaise avec, que des garçons et des vestes et tout ça? C'est un peu ce style-là? Oui, il y a boarding school dans le sens qu'il y a aussi des pensionnats, un pensionnat pour les gars qui viennent de la campagne. Mais en fait, c'était un lycée public,
avec où on portait la cravate et tout ça, mais on jouait aussi beaucoup au rugby parce que Christchurch Boys High School, c'est le lycée où j'étais. En Nouvelle-Zélande, c'est le deuxième école qui a produit le plus d'All Blacks, dont Oui. Dan Carter euh, et aussi deux entraîneurs, Steve Hansen et Graham Henry, avec qui j'avais joué avec Graham Henry et mon Ah oui? frère a joué avec Steve Hansen. Ah OK, oui, c'était une question que j'avais parce que j'ai noté tous ces grands noms qui sont sortis et à cette époque-là, bon, on sait qu'en France, on dit que le rugby est devenu professionnel vers les fins des années 90, mais est-ce que, à cette époque, le rugby, est-ce que c'était déjà un peu professionnel en Nouvelle-Zélande ou on cherchait une carrière là-dedans déjà? Non, 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 c'était peut-être professionnel par l'attitude, et encore, mais c'était strictement amateur et vraiment strictement amateur. Alors qu'en France, on trouvait les moyens de contourner les règlements, on connaît toute l'histoire de Béziers dans les années 80, etc. Mais en Nouvelle-Zélande, les règles de l'amateurisme étaient très strictes. Ben, en fait, on ne le percevait pas autrement, le rugby. Donc, faire carrière dans le rugby, ça n'existait pas. Par contre, c'était une façon de s'éclater sportivement, mais et aussi de faire des amis pour la vie, en fait. Bah, ça se voit parce que Graham Henry, tu as travaillé avec lui, plus tard, donc on va en revenir. Ouais, ouais, Donc tu es arrivé en France, un peu comme moi, un peu environ le même âge, jeune vingtaine, je pense. oui, Et là, j'ai vu sur votre LinkedIn que vous avez travaillé pour, l'ambassade néo-zélandaise, c'est bien ça? oui. Oui, en fait, c'est un concours de circonstances. En fait, comme tu sais, quand on voyage comme ça, on voyageait à l'époque, on se faisait envoyer des courriers. Donc moi, dans des, dans des endroits, ce qu'on appelle des postes restantes. Postes restantes à New Delhi, postes restantes à Katmandou, postes restantes à Kaboul, en Afghanistan, à Téhéran, à Istanbul, postes restantes. Mais à Paris, au lieu de... J'ai utilisé les postes restantes aussi, mais on pouvait se faire envoyer du courrier à l'ambassade de Nouvelle-Zélande. Je tombe sur quelqu'un que je connaissais vaguement de Nouvelle-Zélande qui m'a hébergé quelques jours quand et elle m'a présenté le consul donc de l'ambassade et quelques jours après bon comme j'ai montré que je voulais rester à Paris et ils m'ont proposé un boulot de chauffeur Ah ouais, et quelques mois après j'étais promu euh, comptable à l'ambassade donc rien à voir. rien à voir et en fait avec des chiffres je suis pas tellement c'est pas tout à fait mon domaine, mais figurez-vous, je suis allé en Angleterre acheter des livres, Teach Yourself Accounting, Teach Yourself Bookkeeping, et j'ai bûché ça pendant quelques semaines, et puis ils m'ont offert ce boulot qui m'a permis de rester à Paris quelques années à l'ambassade, oui. Bah, c'est superbe. En fait, ce que je trouve aussi intéressant déjà, je me mis un peu dans vos chaussures parce que pourquoi on va dire de se libérer de ce vie plutôt normale où vous avez un bon travail en tant que comptable avec, l'ambassade néo-zélandaise à Paris, c'est quand même chic, c'est cool et d'un coup, je vois que, bah, vous êtes devenu interprète et journaliste, mais pourquoi cette bifurcation et est-ce que ça n'a pas fait un peu peur quand même? La vérité, c'est que je m'emmerdais, quoi. Je m'emmerdais. C'était un super boulot, c'est vrai. J'étais assez bien payé. Je payais pas d'impôts. J'avais tout détaxé, le whisky, tout ça. C'était le rêve. Mais je m'emmerdais. J'avais toujours rêvé d'être photographe, écrivain, quelque chose. Et puis, en fait, j'avais coupé avec le rugby aussi, parce que j'avais coupé avec le rugby d'abord parce qu'à Paris, j'ai commencé à jouer au PUC. Mais comme j'étais chauffeur au début, j'avais des horaires, il fallait que j'emmène l'ambassadeur à tel endroit le soir et puis attendre, etc. Et je pouvais pas aller aux entraînements. Et puis après, je me suis dit, bon, je suis pas à Paris pour me replonger dans le même ambiance qu'en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai coupé. Et en plus, euh, et je vais pas vous embêter avec ça, mais en plus, en Nouvelle-Zélande à l'époque, le rugby, ça commençait
comment dirais-je, il y avait tout le problème avec l'Afrique du Sud. Et en fait, ce qui a éclaté un peu en 1981 avec la tournée très controversée des Springboks en Afrique du Sud. Mais moi, j'avais coupé avec le rugby néo-zélandais parce que je n'approuvais pas le fait qu'il reste en contact avec l'Afrique du Sud à l'époque. Donc pour les personnes qui savent pas, donc en fait, le problématique, bon, c'est il y avait apartheid, en Afrique du Sud et il me semble que en fait, si, ils ont dit: «Bah, si les nouveaux les All Blacks viennent, bah, il faut qu'ils viennent mais qu'avec leurs, les joueurs blancs», en fait, c'est Oui, bien ça? qui viennent sans les et donc ils ont accepté d'y aller pendant de nombreuses années sans les Maoris et jusqu'en 70 où ils ont pu aller avec quatre blancs honoraires. C'était trois Maoris et un Samoan. Et mais bon, ce n'était pas ça la solution non plus. Et après, l'Afrique du Sud a été carrément exclue du, euh, du rugby, du sport international, mais la Nouvelle-Zélande avait gardé le contact sous le prétexte que ça faisait, on construisait des ponts entre les pays pour garder les communications ouvertes. Mais le fait qu'en Nouvelle-Zélande, en 81, ça a créé euh, un tel bordel dans le pays, parce que pour la première fois en Nouvelle-Zélande, il y avait des émeutes, des flics qui étaient obligés de séparer les gens qui étaient pour la tournée et ceux qui étaient contre la tournée. Mmh. Donc c'était un événement, c'était un moment important dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande, politiquement, sportivement, et aussi de l'histoire de l'Afrique du Sud, parce que euh, même Mandela l'a dit, cette tournée-là était un tournant dans la mentalité des Sud-Africains blancs, dans le sens qu'ils ont réalisé qu'ils étaient coupés du monde et qu'il fallait qu'ils changent quelque chose, quoi. Enfin bref, tout ça pour expliquer que toute la passion que j'avais pour le rugby et le rugby néo-zélandais, je l'avais un peu laissé de côté à cause de ces relents politiques, de la situation politique par rapport à l'Afrique du Sud. Et bon, accessoirement, parce que mon premier boulot à Paris, j'étais chauffeur, j'étais pas libre le soir pour aller aux entraînements. Et c'est marrant parce que dans un sens, tu as essayé d'échapper le rugby, mais le rugby, a dit non, Ah oui, et ça m'a finalement tu rattrapé. Ça m'a et rattrapé. et finalement, tu as couvert, 8 coupes du monde, en tant que journaliste, pour la Libération et pour le Midi olympique. J'aimerais bien parler du 1 coupe du monde, pour toi. Excuse-moi, je peux t'interrompre parce Oui, que bien sûr. euh, j'ai pas. Il y a une clé dans le sens que comment je suis arrivé dans. Et c'est important pour la suite parce que je me permets donc de Oui. t'interrompre. En fait, quand j'ai quitté l'ambassade de Nouvelle-Zélande, je savais pas ce que je voulais faire. Alors, je suis rentré en Nouvelle-Zélande. Bon, je faisais un peu n'importe quoi. Enfin, je faisais du stop. Parce que comme euh, j'avais une formation de prof, donc je travaillais un peu comme prof dans les lycées, etc. Et ça remonte donc à 84. L'équipe de France a fait une tournée en Nouvelle-Zélande. Oui. Et malgré mes réticences, malgré le fait que le rugby soit politiquement incorrect, j'ai proposé mes services parce qu'ils cherchaient un interprète pour l'équipe de France pour sa tournée en Nouvelle-Zélande. Et donc la Fédé néo-zélandaise m'a embauché et pour moi c'était un truc fantastique. C'était un truc fantastique parce que c'était une expérience et ça m'a permis de renouer avec le rugby, de renouer avec le rugby néo-zélandais et de découvrir le rugby français. Et à la fin de la tournée, il y a un des journalistes français qui m'a dit je trouve que tu as des réflexes d'un journaliste. Si jamais tu reviens en France, fais-moi signe et je te ferai travailler. C'était Henri Neyroux, qui était l'envoyé spécial de Midi Olympique, qui est devenu parlementaire par la suite. Et il est toujours, je crois qu'il est toujours président du Conseil général de l'Ariège. Henri Neyroux. Donc, il m'a ouvert cette porte en me disant, si tu reviens à Paris, fais-moi signe, je te ferai travailler. Et c'est quoi ces qualités qu'il a vues? Ah ben, je sais pas, d'être curieux, d'être observateur, de savoir, de voir des choses intéressantes et de savoir, parce que comme j'étais interprète
pour l'équipe, j'étais également interprète pour la presse, quoi. Donc, Oui, il me côtoyait tous les jours et je pense qu'il voyait que j'étais, je pense, observateur, que j'avais un sens critique, je savais synthétiser les choses. oui, Et en plus, à l'époque, j'étais le seul qui parlait les deux langues, quoi. Donc oui, c'était oui. ça. En fait, j'avais pas de qualité, je pense intrinsèque, j'avais pas de qualité exceptionnelle, mais j'étais le seul qui savait euh, qui savait expliquer la culture néo-zélandaise aux Français et vice versa. Ouais, mais yeah, but it's also c'est le right place at the right time aussi, Voilà. peut-être, Voilà. avec des bonnes qualités, d'écoute et des synthèses. Donc il y a la carrière qui commence, peut-être, avec Midi Olympique, avec Libération aussi. J'étais surpris, j'ai lu dans votre livre, que la Libération avant c'était le journal, sportif aussi. Je savais pas. Et Ah, là ben, vous non, journal sportif, non, mais je pense qu'à tout début, Libération comme Le Monde, il n'y avait pas de sport. Mais après, quand ils ont décidé de se faire du sport, ils l'ont fait d'une façon à fond, en utilisant toutes les techniques, je dirais, de New Journalism, de Tom Wolfe, par exemple. Vraiment, de traiter le sport d'une façon presque littéraire. oui. Et voilà, c'est ce que je voulais dire par Libé, dans le sens qu'ils étaient à la tête, ils raflaient tous les prix dans du journalisme sportif à l'époque. Donc si on parlait des coupes du monde, le 1er coupe du monde, c'était 87 et donc le final contre la France où la Nouvelle-Zélande gagne. Tu as parlé de ce match dans ton livre, et tu as dit: «C'est un des plus grands finales». Tu as dit: «Tiens, ce coupe du monde allait changer pour toujours le visage de ce sport». Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce côté un peu artisanal que, tu as mentionné dans le livre de ce 1er coupe du monde? Ah oui, c'était complètement, ouais, comme tu dis, artisanal. Les Blacks, enfin les Néo-Zélandais avaient monté ça avec l'aide des Australiens. Il faut savoir qu'à l'époque, les Britanniques, notamment les Anglais, n'étaient pas du tout pour. Ils voulaient pas que cette Coupe du Monde existe. Et donc, c'était envers et contre tout que la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, enfin, il faut dire, ils avaient le soutien des Français. Les Français étaient pour. Mais c'était envers et contre tout que la Nouvelle-Zélande, avec l'aide de l'Australie, a monté ce truc. Et vraiment, c'était une Coupe du Monde, ouais, c'était, comment dirais-je, ouais, c'était artisanal, c'était sympa, mais c'était vraiment, par rapport à aujourd'hui, c'était rien, quoi. Parce que c'était la première fois, parce que bon, le rugby était toujours amateur. Je me rappelle parce que je travaillais pour Libération et pour Midi Olympique. Et donc, avant la Coupe du Monde, euh, un mois avant, ils savaient même pas s'ils allaient faire une cérémonie d'ouverture à Eden Ah, Park. Parce que bon, de toute façon, qu'est-ce que c'est qu'une cérémonie d'ouverture? Parce qu'en fait, comme toutes les équipes étaient dispatchées dans d'autres villes, parce qu'ils jouaient le lendemain, tu pouvais pas avoir un défilé comme tu peux avoir pour les Jeux Olympiques. Donc, en fait, les gens, ils volaient, enfin, c'était il faisait comme il pouvait, quoi, oui. parce que c'était tout nouveau. Et en plus, il n'y avait aucune structure de sport professionnel en Nouvelle-Zélande. Donc vraiment, il faisait au pif et ça avait un côté vraiment familial, sympathique. Mais, mais c'est sûr qu'une fois on a vu ce que c'était, avec par exemple les grands matchs qu'il y a eu, la demi-finale des Français à Sydney, puis cette finale où, où, où les Blacks ont quand même dominé comme ils ont dominé toute la compétition, on savait qu'on avait touché quelque chose de formidable et que ça n'allait plus s'arrêter, quoi. Et là, en 91, en fait, est-ce qu'il y avait déjà un croissance, est-ce qu'on en voyait une grande différence entre la première et la deuxième coupe du monde? Ah oui, oui, par rapport aux médias, par rapport à tout, parce que on commençait déjà à voir les avant-signes de la venue du professionnalisme, parce que on était dans un monde différent, parce que c'était en Europe, parce qu'il y avait des matchs en France et en Grande-Bretagne. Et là, l'engouement était considérable par rapport, parce que quand on voit les premiers matchs de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, bon, il n'y avait pas énormément de monde. Le rugby était toujours
écarté quelque part, mais au fur et à mesure de cette première Coupe du Monde, le public est revenu. Et après, on a vu en 91, les stades étaient pleins partout. C'était une énorme réussite. Et après, en 95, il me semble que c'est John Olumu qui est le premier star de notre sport qui est arrivé. Est-ce que c'était encore une autre étape encore? Avec Jonah, et puis avec le retour des Sud-Africains, qui, je rappelle, n'étaient pas présents lors des deux premières Coupes du Monde. Mais avec l'avènement de Mandela, la fin de l'apartheid, et puis bon, 95 en Afrique du Sud, c'était un moment crucial. Et d'ailleurs, il y a Clint Eastwood qui a fait ce film Oui, que tu connais peut-être, euh, Invictus, oui. où il raconte formidablement bien toute l'histoire, à la fois de Mandela et puis de l'importance du rugby dans le psyché des Sud-Africains. C'était un tournant parce qu'il y avait Jonah, parce que c'était, malgré tout ce qu'on dit, on n'a jamais vu un mec pareil. Il était, il était hors norme, quoi, Hmm. hors norme. Et en fait, l'histoire, c'est que Rupert Murdoch a vu les premières images de Nouvelle-Zélande contre l'Irlande, la Nouvelle-Zélande contre le Pays de Galles, où Jonas, c'était comme un personnage de bande dessinée, quoi. Oui. C'était vraiment incroyable, incroyable. Et donc, c'est Rupert Murdoch qui a dit, voilà, je veux ce mec sur l'écran, je veux ce sport sur les écrans du monde entier. Et à la veille de la finale, je me rappelle, je travaillais pour Le Monde, entre autres parce que je travaillais pour 5 journaux, j'étais freelance à l'époque. Et en 95, je travaillais pour 5 journaux, 3 en français et 2 en anglais. Et je suis allé la veille de la Coupe du Monde, où ils ont annoncé ce premier contrat professionnel pour le rugby du Sud, où ils allaient faire le Tri-Nation et où Murdoch donnait 550 millions de dollars sur 10 ans pour monter pour le rugby du Sud. Et voilà, c'était le grand tournant dans l'histoire de notre sport. Et quelque part, c'est Jonah qui était à l'origine de tout ça. Évidemment, ça serait venu plus ou moins plus tard, Mhm. mais Jonas, c'était le catalyste. Et cet événement en Afrique du Sud aussi a été déterminant dans l'histoire de rugby, quoi. Je trouve ça intéressant que tu travailles pour 5 journaux différents. Donc il faut sur le même match, il faut écrire 5 articles différents, c'est assez incroyable quand même. Ça devrait être difficile de faire varier un seul match. Oui, mais certains c'était pas des comptes rendus de match. Mais il m'arrivait de faire des comptes rendus pour un journal, mais certes, au moins pour 2 journaux différents en français et puis un autre en anglais en même temps. Mais à l'époque, on avait un peu plus de temps parce que les matchs étaient plutôt à 15 heures. Donc on avait le temps. C'est pas comme aujourd'hui où il y a des coups d'envoi à 21 heures et on est vraiment à la bourre pour écrire à la fin du match. Et puis bon, c'était une autre époque parce que l'internet n'existait pas, parce qu'il fallait toujours en envoyer par fax ou à la limite en dictait encore, en dictait toujours à certains journaux, on pouvait dicter à des sténos les papiers. Ouais. OK. Et mon fils, il aimerait être, journaliste sportif. On a touché rapidement des qualités d'un bon journaliste, donc c'est être, attentif, de poser des questions et être curieux. Est-ce que, par exemple, moi, ma question, c'est un peu plus sur le posture. En fait, tu parles à qui quand tu écris? C'est quoi? Tu es un messager, on va dire, mais c'est à Ouais, qui ouais, tu moi, moi personnellement, je me suis toujours considéré comme un messager. Qu'est-ce qu'il veut savoir, qu'ils veulent savoir les lecteurs? Et comment je peux rendre, bah, évidemment, donc moi je suis leur messager, c'est moi qui pose des questions pour élucider les réponses, mais en même temps, et après, l'important c'est de pouvoir le présenter dans une façon digeste, intéressante, qui capte l'attention du lecteur, ce qui est de plus en plus difficile aujourd'hui. mmh Mais c'est ça le combat, en fait. Mais moi, je me suis jamais considéré autre qu'un messager, que quelqu'un de privilégié. Mais au fond, j'étais que le messager pour celui qui lit son journal chez lui ou à l'autre bout du monde ou
au fin fond de la France ou en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud ou ailleurs, quoi. Mmh. Et est-ce que ça demande une certaine préparation avant le match? Je sais pas, est-ce qu'il y a des étirements, mentaux à faire? Est-ce qu'il y a un stylo fétiche? Il y a des rituels, avant un match ou est-ce que c'est bon, OK, j'y vais au bureau? Non, mais il faut pas quoi. Non, franchement, moi, je me rappelle quand je rentrais dans un stade. Moi, j'avais le cœur qui battait comme si j'allais, j'allais jouer aussi. Parce que c'est ça. Nous aussi, on doit être performant. Et moi, comme je connais des entraîneurs. Tana Umanga, il souhaitait à ses joueurs ou à ses copains good skills for the game, good skills. Et moi, je souhaite la même chose aux journalistes, qu'ils soient au top, parce que on est vraiment dans un truc, on est sous pression. Et comme je l'ai déjà dit aujourd'hui, avec la pression des événements, avec l'immédiateté des réseaux, du Twitter et tout ça, cette pression du temps est encore plus importante aujourd'hui. Donc, il faut être hyper concentré et il faut être hyper skilled. Quand on est sous pression comme ça, dans un match, des grands matchs, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir, très souvent, on doit envoyer son papier dès la fin du match, quoi. Donc, Ouais. voilà. Good skills, j'adore, je trouve ça je trouve Ouais, ça good super sympa. skills, ouais. Good skills. Donc en 93, il y a un changement, tu deviens, attaché de presse et interprète pour l'équipe de France, donc le 1er attaché de presse. Pourquoi ça n'a pas existé avant et pourquoi c'est devenu nécessaire? Ben, je pense que ça existait pas existé avant parce que le rugby était encore très amateur, très artisanal. Je crois que les premiers à avoir, à ma connaissance, c'était l'Australie en 91. L'Australie en 91 avait un attaché de presse, mais il n'y en avait pas d'autres. En fait, les journalistes se débrouillaient, les joueurs étaient libres, voilà. Mais l'Australie à l'époque avait fait un énorme effort pour rehausser son image en Australie et à l'étranger, le rugby par rapport au 13 et au foot australien. Donc eux, c'était les premiers. En France, ça n'existait pas encore, mais bon, les, les journalistes avaient un rapport très sympathique avec les joueurs. À l'époque, on rentrait toujours dans les vestiaires à la fin du match, etc. Mais, et on revient quelque part toujours à l'Afrique du Sud, c'était en 93, la France devait faire la première tournée post-apartheid. C'est la première tournée de quelques pays que ce soit post-apartheid en Afrique du Mmh. Sud, 93. Et l'entraîneur de l'époque, Pierre Berbizier, que j'avais croisé sur donc la tournée 84 en Nouvelle-Zélande, parce c'était le demi-mêlée des Français en 84 en Nouvelle-Zélande, ensuite en 86, et ensuite il est devenu capitaine et puis entraîneur. Pour aller en Afrique du Sud, il savait que c'était encore compliqué, il y avait des enjeux politiques, diplomatiques, etc. Il y avait des protocoles, enfin, et vraiment toutes les lumières étaient braquées sur cette équipe de France. Et donc, il voulait en quelque sorte s'assurer d'avoir une communication plus professionnelle. Et donc, il a fait le forcing auprès de la Fédé pour m'emmener en tant qu'interprète et attaché de presse. Et Et donc tu as donc, je dit faisais les deux. Donc, voilà. ouais et tu disais qu'en fait, le travail, bon pour l'Australie, c'était de rendre une belle image, on va dire, d'améliorer l'image de l'équipe. Est-ce que c'est ça, en fait, le travail d'un attaché de presse? Alors ça, c'était particulier à l'Australie, parce que si vous voulez, l'Australie, c'était le contexte australien, parce que où ils étaient toujours en train de se battre contre la puissance du 13, la puissance du foot australien. Et les Wallabies avaient besoin de redorer un peu, ou de dorer le blason de leur sport, alors que, par exemple, en Nouvelle-Zélande, c'était le contraire. Ils avaient trop de presse, trop de médias, et donc, eux, ils cherchaient un moyen, limite, de le limiter. Enfin bon, euh, mais par rapport à la France, oui, évidemment, c'est une question d'image, mais là, je pense que dans l'idée de Pierre Berbizier, c'était surtout de bien gérer cet événement historique qui était la première tournée post-apartheid d'un pays en Afrique du Sud.
Et Ouais. donc, Et, comme il m'avait vu à l'œuvre en 84 et en 86 avec l'équipe de France en Nouvelle-Zélande, il a insisté que je vienne non seulement en tant qu'interprète, parce que ils ont vu que quand ils avaient un interprète, il y avait quelqu'un qui parlait la langue qui pouvait v- voir venir les problèmes. oui, euh, et en plus, avec par rapport aux médias, médias sud-africains et des médias du monde entier, il y avait le moyen de s'exprimer parce que les Français ne parlent pas anglais, ou certains le parlaient bien sûr, mais de bien passer le message du rugby français et de bien, je pense, contrecarrer les éventuels problèmes qu'il peut y avoir en tournée à l'étranger. ok, donc il y a un petit côté protection des joueurs aussi, si je comprends bien. Ouais, je pense pas qu'on y pensait à l'époque, mais parce que c'était toujours quand même très bienveillant la presse à l'époque. Il y avait pas, mais bon, je pense que les Français avaient une telle habitude de travailler avec leur propre presse. euh, il fallait aussi les guider avec les journalistes du monde anglo-saxon, où il peut y avoir des pièges. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as un petit bijou, petite histoire à nous partager par rapport à ce premier tournoi, cette première fois que tu voyages en sein de l'équipe en tant qu'attaché de presse plutôt que journaliste? Je sais pas, une erreur de traduction, quelque chose comme ça. Le petit bijou, c'est la première fois où on a rencontré le président de l'Afrique du Sud. Donc c'était juste la fin, c'était F.W. de Klerk à l'époque, qui avait prédit. On est allé avec Pierre Berbizier et Guy Laporte, le manager de l'équipe de France. On est allé à la résidence du président qui nous a reçus et qui dit voilà, je vous préviens, l'Afrique du Sud sera champion du monde en 95. Nous, nous, on a rigolé parce que l'Afrique du Sud était non seulement, ils revenaient juste, ils étaient quand même loin, enfin nous, on trouvait loin du niveau international, mais le déclarer comme ça, champion du monde en 95, enfin, il a eu raison finalement. C'était Excellent. F.W. de Klerk qui était donc celui qui précédait Mandela. Voilà. Ouais, excellent, excellent. Et donc après, tu as aussi été, editor in chief, donc c'est rédacteur en chef, pour Le Monde au Rugby et Attitude Rugby. J'essaie de comprendre ce métier, parce que est-ce que c'est plutôt un coach d'une équipe de journalistes ou est-ce que c'est le lecteur en chief? Qu'est-ce qu'il fait en fait le rédacteur en chef? Oh bah, le rédacteur en chef, surtout pour les petits magazines qui montaient comme ça, parce que je les fondais et je les faisais marcher, si vous voulez. Donc c'était à la fois celui qui écrit le plus, mais aussi c'est celui qui fabrique qui imagine OK. le magazine, qui désigne, qui fait tout, le chemin de fer, les photos, la relecture. Donc, pour une petite structure comme ça, c'est un énorme boulot parce que bon, c'était bizarre, mais on n'a jamais réussi à faire marcher un magazine de rugby en France. D'ailleurs, c'était deux tentatives qui se sont plutôt finies par des échecs parce que bon, certes, il y a le journalisme sportif français comme l'équipe et il y a Midi Olympique, mais on n'a jamais trouvé un public pour un beau un mensuel en couleur. Bon, évidemment, le temps est révolu. Les gens ne cherchent plus ce genre de choses, mais à l'époque, alors que Rugby World, le magazine anglais pour lequel j'étais correspondant en France, ça marchait du feu de Dieu, on le trouvait partout, même partout dans le monde. Mais en France, on n'a jamais réussi à trouver la bonne formule pour un magazine, un mensuel de rugby. Voilà. Et donc, j'ai fait ces deux tentatives de rédacteur en chef où c'était vraiment beaucoup de boulot, mais avec peu de résultats. Mais enfin, j'ai quelque part chez moi, j'ai des magazines qui traînent encore de 93, cette tentative-là Le Monde du Rugby, ensuite 15 Mag aussi, 15 Mag. Non, 15 Mag c'était 93 et Le Monde du Rugby après. Mais toujours est-il en 98, j'étais pris à l'équipe, quoi. J'étais embauché en salarié à l'équipe comme grand reporter.
Et donc, voilà, je pense que c'est peut-être tout le travail que j'avais fait de base avant, un peu partout, dans tous les sens, qui a fait que l'équipe a voulu m'embaucher en 98. Et donc là, déjà, je voulais dire juste congratulations parce que tu as pu avoir le niveau de français pour travailler pour l'équipe. C'est quand même incroyable parce que moi, quand je suis venu en France, j'ai pensé, bah, ok, bah, je vais lire le journal, j'ai essayé Le Monde. Non, non, trop dur. Je vais, ok, bah, je vais lire des trucs sportifs, j'ai essayé l'équipe. Non, non, trop dur. Donc, Oui, oui, donc oui. bravo. Et ça vient d'où en fait ton niveau de français? Parce que c'est vu que en vivant ici, c'est incroyable. Donc, pour revenir un peu en arrière, Henri Nehru m'a proposé de travailler pour Midi Olympique. Donc, je reviens à Paris et je commence tout doucement en faisant des petites piges. J'allais dans les ambassades de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Afrique du Sud. Je lisais les journaux et je faisais des petites chroniques, voilà. Et quelques mois après, c'est Libé qui me contacte. Alors Libé, c'était mon journal de référence à l'époque. Je le lisais tous les jours depuis des années. Et c'est peut-être ça qui m'a, même si j'avais fait des études de français avant, le français journalistique, c'est pas la même chose. Et donc, je pense que je me suis Oui. formé en lisant Libé pendant des années. Et après, je leur ai dit, mais moi, je peux pas travailler pour Libé. J'ai pas le style. Ah, il dit, non, il n'y a pas de style Libé. Tu fais. Bon, je pense que mes premiers papiers, ils n'ont pas osé me dire. Les premiers papiers, c'était un peu de la daube. Mais après, j'ai bien appris, je pense, à trouver un rythme d'écriture et surtout une écriture rythmée pour travailler à Libé, après au Monde. Et surtout, bon, je pense que tout ça m'a formé pour. J'avais aucun problème en arrivant à l'équipe Ouais. intégrer la rubrique rugby, quoi. Donc, si on parlait rapidement aussi, bah, vous avez passé à Racing. Dans un autre entretien, vous avez dit que je suis passé à l'autre côté, celle des clubs, quand vous étiez chargé de communication à Racing 92. Pourquoi cette bifurcation alors? Bon, j'avais quitté l'équipe parce que je trouvais enfin, parce que le journalisme presse écrite était dans une période de crise. Euh, et tout simplement parce que Jackie Lorenzetti, le président, enfin le propriétaire du Racing, est venu me voir, m'a proposé le boulot, quoi. Et donc, voilà, Pourquoi pas? parce qu'à l'époque, certes, j'étais rédacteur en chef de Attitude Rugby, Mhm. qui était un magazine d'images, surtout qui avait été monté par mon ami Michel Biraud, qui était tristement décédé. Et là, son souhait, c'était que ce soit moi qui reprenne les rênes de l'Attitude Mm. Rugby. Mais bon, même là, c'était un magazine un peu haut de gamme, que du noir et blanc, très bien imprimé, un peu décalé par rapport au reste du journalisme. Mais même là, on avait du mal à survivre. Et en même temps, il y a Jackie Lorenzetti qui m'avait vu, je sais pas, il m'avait vu à l'œuvre, il me connaissait de réputation et il m'a proposé de prendre en charge la communication du Racing, qui en avait drôlement besoin, quoi, parce que bon, Ok. c'était Est-ce que c'était un travail de journaliste ou un travail de marketing, ce type de... oh, bah, c'était ni l'un ni l'autre, c'était un peu à la fois babysitting, à la fois euh, il se trouve que avec la structure du Racing, j'ai pas pu vraiment mettre en place une vraie politique de communication, alors qu'ils en avaient vraiment besoin, parce qu'il y avait tous les petits chefs un peu à droite à gauche, chacun voulait donner son avis, etc. Mais moi, je voulais utiliser mon expérience à la fois dans le métier et dans le rugby pour créer une véritable politique de communication pour améliorer justement l'image du Racing qui n'était pas très positive, du moins auprès des journalistes. Mais bon, j'ai jamais vraiment pu le faire. Et puis bon, je pense que il cherchait quelqu'un d'autre. Il cherchait quelqu'un euh, qui ouvrait moins sa gueule, je crois, Et et qui est-ce que avait peut-être un peu moins, qui avait peut-être un peu moins de bouteilles, qui connaissait un peu moins, qui connaissait pas les joueurs, les équipes. Je me rappelle, on allait jouer contre les équipes en Coupe d'Europe. Il y a souvent les entraîneurs
en face qui venaient me voir après pour boire une bière avec moi parce qu'on se Ouais. connaissait. Et donc, je trouvais que, oh, quelque part, ça gênait, quoi. OK. Donc en fait, c'est marrant parce que je me disais, bah, en fait, le champ était réduit d'un coup. C'était réduit sur un seul équipe plutôt que tu avais un champ, international et ça devrait être, on va dire, difficile de pas abandonner, mais de dire: «OK, je parle que de Racing» ou tu as l'habitude de parler de tout le monde, en fait, du rugby en Oui, général. non, mais c'est vrai, c'était tout à fait autre chose. Ça n'avait rien à voir avec le journalisme. Et c'est là où ça m'a beaucoup manqué parce qu'en fait, on se rend compte, parce que moi, figurez-vous, donc je vivais, bon, ah, tu vis avec l'équipe et tout, ah, ça va être super, ah, ah, parce que c'est vrai, je vivais avec eux. Mais n'étant plus journaliste, je ne posais aucune question. Et Mmh. donc, les journalistes étaient plus au courant de beaucoup de choses, ou des sentiments du mec, ou des trucs. Les journalistes étaient davantage au courant que moi, parce que, pourquoi? Parce que eux, ils posaient des questions. Et Ouais, moi, je posais pas des questions, parce que bon, à la fois, je voulais pas être indiscret, puis bon, c'était pas mon rôle, quoi. ouais. Voilà. Ouais, ouais. Et donc, Non, c'est ça m'a beaucoup manqué ce côté. Et donc, j'ai réalisé la beauté de ce métier, qui est, je suis journaliste, et donc, ça me donne le droit d'aller poser des questions indiscrètes ou autres, mais poser des questions à des gens, quoi, et de rentrer. Et en fait, on se rend compte qu'on rentre dans leur vie. Et c'est pour ça que c'est drôle, mais on peut dire qu'on est amis avec des gens, mais c'est vrai qu'on est amis parce que très souvent, ils vous ont dévoilé des choses. Qui disent pas aux autres, quoi. ouais. Et même 10, 15, 20 ans après, on a toujours un lien. Et c'est ce qui est quelque part c'est un peu de la richesse de ce travail aussi. Je sais qu'avec les anciens Blacks, ceux de l'époque de 87, tout ça, je suis toujours super copain parce qu'on a vécu, et l'équipe de France aussi, hein, attendez. Euh, mais on a tous vécu cette époque et on a tous un lien euh, qui reste. Mmh. J'ai parlé des Blacks de 87, mais évidemment toute cette génération de joueurs français aussi, des années 80, 90, avec qui j'ai pu créer les mêmes liens. J'ai quelques questions, sur les différentes équipes, tu as pu couvrir, juste après. Mais j'ai le sentiment comme quand même quelque part c'est les liens que tu as pu créer pendant ta carrière qui est le plus important pour toi, en fait. Ah ben aujourd'hui, parce que ouais, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui je suis quasiment à la retraite. Je regarde ça, ça fait quand même 40 ans que j'ai fait ça. Et euh, je pense que c'est un des plaisirs de ce métier, de retrouver les gens, de rester en contact, même avec d'anciens Blacks sur Facebook, ou j'ai Serge Blanco qui m'appelle l'autre jour pour parler de quelque chose, voilà, Philippe Sella avec qui je suis très copain. Et donc tout ça, ça reste, quoi, parce que c'est des choses c'est des rapports qu'on n'aurait jamais eu autrement. Mais je pense que moi j'étais conditionné par le fait que je suis rentré dans le journalisme par la porte des joueurs, parce qu'en fait ma première expérience c'était vivre avec les joueurs et voir le sport de leur point de vue. Donc j'ai peut-être pas été suffisamment, comment dirais-je, je suis jamais allé chercher la merde ou faire des trucs trop controversés, parce que j'étais quelque part toujours du côté des joueurs et toujours du côté du vécu des joueurs. Parce que j'avais vécu avec eux, mes premières expériences dans le rugby international, c'était ça, 84, à l'intérieur de l'équipe de France, pendant 6 semaines en Nouvelle-Zélande. Ça, ça reste, c'est indélébile, quoi. Tu as aussi tu es journaliste, on a parlé beaucoup de ce métier-là et les autres métiers que tu as fait, mais aussi tu es écrivain, tu es you're a writer, an Ouais. author, avec plusieurs livres. Donc notamment, j'ai un à la maison, c'est ma femme qui l'a acheté parce que c'est elle qui Ah, m'a fait c'est elle qui m'a fait, découvrir le rugby. Donc on va dire là, c'est France All Blacks, 100 ans de de rencontres et aussi rencontre, plus oui. ouais, c'est plus récemment All Blacks au cours de la magie noire. Oui. Combien de temps est-ce que ça prend pour écrire un livre comme ça? 40 ans, hein. Non, je sais pas. Euh, on peut pas quantifier comme ça ce livre-là. Merci de l'avoir acheté, ou à votre femme de l'avoir acheté.
Euh, Ça a pris, oui, évidemment, ça a pris des mois, quoi, des mois, parce que j'avais décidé de faire toute l'histoire des matchs entre la France et la Nouvelle-Zélande, et par le biais de, de faire une interview d'un joueur de chaque équipe pour chaque match. Et donc, à l'époque, je crois qu'il y avait 45 matchs à l'époque, à peu près. Donc, ça faisait 90 interviews. Et oh non, certains, je pense que les deux premiers matchs, il y avait plus de joueurs vivants. Mais après, j'ai quand même vu. Donc, imaginez le temps qu'il faut pour mettre en place. Et en plus, la plupart, c'était pas au téléphone hein, parce que l'internet n'existait pas, il n'y avait pas WhatsApp, donc il fallait que j'aille les voir. Et d'ailleurs, j'ai toujours préféré les voir, les Oui, mecs en c'est sûr. face. Donc, quand vous totalisez, allez, 90 interviews, donc chacun, il faut au moins une demi-journée, ensuite une journée d'écriture, même deux, trois journées d'écriture, ça va très très vite. Mais bon, je pense que le premier, c'est au moins un an de travail. Donc, quelques questions par rapport à des équipes et des personnes que tu as pu rencontrer. Pour toi, c'est quoi the best team, the best French team ever, l'équipe française qui t'a fait le plus peur? 84 déjà parce que c'était ma première expérience, mais 94 en Nouvelle-Zélande, c'était quand même une sacrée équipe, l'équipe qui gagne les deux tests en Nouvelle-Zélande. 94, ensuite, bah, il y a eu des hauts, des bas. Je pense que 99 à Twickenham, ce qu'ils ont fait reste des événements majeurs dans l'histoire du rugby et du sport français. Cette performance à Twickenham, alors qu'ils avaient pris 50 points en Nouvelle-Zélande quelques mois auparavant, c'était extraordinaire. Mais je pense que globalement et sur la durée, pour moi, c'est l'équipe de 94 en Nouvelle-Zélande qui était au fait la même équipe grosso modo qu'en 93 en Afrique du Sud où ils avaient gagné la série aussi avec une victoire et un match nul. Et cette équipe qui est allée en 95 en demi-finale dans des conditions dantesques à Durban, qui ont perdu contre l'Afrique du Sud en demi-finale. Cette équipe-là, c'était une sacrée équipe. J'ai pleuré quand ils ont perdu Ah ouais. contre l'Afrique du Sud en demi. Ouais, j'ai pleuré. Mais et après j'ai pleuré quand les Blacks ont perdu en finale. Mais je crois que j'ai pleuré pour autre chose parce que c'était tellement et ça s'est avéré par la suite. C'était tellement important pour l'histoire de l'Afrique du Sud. J'ai une grande passion pour ce pays, grand attachement à ce pays et ses valeurs. Et ce qui s'est passé en 95 avec Mandela, avec les Box, alors que les Blacks étaient archi favoris, Hmm. et cette finale incroyable, et mais surtout ce qui s'est passé après, là franchement c'était un très très grand moment. Donc, cette équipe actuelle de Nouvelle-Zélande, en fait, je ne le connais pas très bien. Je connais les trois frères Barrett. Je devrais suivre qui, en fait? C'est qui les autres grands joueurs en ce moment avec l'équipe de Nouvelle-Zélande? C'est Hardy Savia, Oui. le troisième ligne qui, enfin, en fait, qui il peut jouer un peu partout. Moi personnellement je le mettrais en 8 ou en 6. Mais c'est un joueur d'une puissance incroyable, très intelligent. Moi, j'aurais voulu qu'il soit capitaine plutôt que Sam Kane. Je crois que Kane, ben, c'est vrai que quand tu portes le numéro 7 et quand tu es capitaine des Blacks à la suite de la carrière de Richie McCaw et Kieran Reid, c'est quand même difficile. Mais je pense que Adi Savia a plus de charisme que Kane. Ensuite, bah, je pense que Mounga, le demi d'ouverture des Crusaders qui arrive à faire remplacer Bowden Barrett en 10, moi je pense qu'il a une carrière fabuleuse en 10 pour les Blacks. Ensuite, en deuxième ligne, bon, il y a peut-être le retour de Retallick qui va leur faire du bien aussi. Mhm. Mais bon, il y a tellement de jeunes joueurs. Caleb Clark, qui est justement le fils de Ronnie Clark, qui est un des Samoans des années 90, qui a joué avec Michael Jones, etc. Ce sont des gens d'une douceur, d'une générosité humaine incroyable. Et son fils Caleb, je pense que
c'est la future star des Blacks, oui. Allez, dernière question, deux dernières questions. Donc, la question globale, en fait, chaque fois j'ai un invité, je pose une question un peu globale sur l'avenir du rugby et plusieurs questions, en fait, parce que je trouve que je pense que dans l'avenir du rugby, bah, forcément, il y a le rugby féminin, parce que c'est la moitié de notre population. Je Oui, pense que c'est le rugby à 7 parce que c'est l'entrée. Et je pense aussi que MLR, il est important parce que bah, c'est les Américains, c'est le plus grand marché, on va dire, sportif dans le monde, je trouve. oui. Quel aspect, selon toi, va peser le plus et va être plus important dans les 3-4 années à venir? Enfin, moi, je suis déjà très content de voir l'évolution du rugby féminin. Je rappelle qu'en 93, quand j'ai monté mon premier magazine, j'avais une rubrique rugby féminin. Et donc, tous les copains des gens, ils font, oh, qu'est-ce que tu fais, rugby féminin, on s'en fout. Mais j'avais tous les mois, j'avais une rubrique rugby féminin en 93. Et donc, moi, j'adore ce qu'elles font. Je regarde les matchs de l'équipe de France. Bon, euh, et les autres équipes, l'équipe de Nouvelle-Zélande féminine, c'est tout juste, c'est fabuleux à regarder. J'adore ce côté, c'est plus propre quelque part, c'est plus respectueux de la règle, on triche un peu moins. Mais franchement, j'admire physiquement ce qu'elles font et j'admire leur qualité de courage, d'abnégation que je vois dans le rugby féminin. Tu as parlé aussi du rugby à 7. Là aussi, j'ai toujours été un, non seulement fan, mais supporter du rugby à 7. J'ai jamais compris pourquoi en France on ne l'accordait pas euh, plus d'importance. Je crois que ça y est maintenant. Mais pour avoir, dans les années 90, fait tous les ans la tournoi à 7 à Hong Kong. Je sais ce que c'est. Ayant joué à 7 dans ma jeunesse, je pense que c'est primordial dans la formation d'un joueur, mais c'est aussi primordial pour fidéliser un public qui voit que c'est parce que c'est beaucoup plus compréhensible, c'est plus facile à, à suivre, c'est moins compliqué, c'est moins tordu que le rugby à 15. Et un tournoi à 7 où il y a un match toutes les 15 minutes, c'est vraiment, c'est un régal, quoi. Et Ouais. donc, tu as absolument raison, le rugby à 7 et le rugby féminin, et bah, le rugby américain, ben, depuis le temps qu'on l'attend. J'espère, j'espère vraiment que cette ligue qu'ils ont va aller en grandissant. Je vois qu'il y a quelques grands joueurs étrangers qui sont venus. Andy Ellis, l'ancien demi-mêlée des Blacks, champion du Mhm. monde en 2011, il joue à New York, etc. Euh, je, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que le rugby américain ne devienne pas la puissance qu'elle devrait être. Bon, déjà, le rugby à 7, avec Carlin Isles, Yeah. que j'ai rencontré à Hong Kong, qui est un formidable modèle pour les jeunes Américains. Je pense que si les Américains produisent de plus en plus de ces mecs-là, qui ont l'esprit rugby, qui sont sportivement mais au-dessus, parce que lui c'est carrément un sprinter olympique à quelques centièmes de seconde près. Mais vraiment, quand je les rencontre, je dis, bon, c'est un mec qui vient de l'athlé et tout ça. Mais vraiment, c'est un gars du rugby qui joue très collectif, qui est très humble. Et moi, Carlin Isles, je sais pas combien de temps il va rester en équipe américaine, mais je pense que c'est le modèle à suivre, quoi. C'est le modèle à suivre pour beaucoup de jeunes Américains. Et pourquoi pas de jeunes Français, parce que il faudrait aussi que l'équipe de France à 7 arrive à avoir le même profil que le rugby à 7 à l'étranger. Ouais, j'ai hâte de voir le JO cet été, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Listen, Ian, c'était vraiment sympa de passer ce moment avec toi. On va finir par un petit question en anglais, hein, pourquoi pas, hein, donc, the question is, what do you like most about living in France? Ah, en anglais. Well, what I like most about living in France is I've got to say it's French rugby, Great. and I've been lucky enough to be in the heart of it for many years, and especially at this time of year, although there's no one in the stadium. I think we saw in La Rochelle on the weekend the guys that can't get in the stadium, but they're outside, and the whole city is decked with flags.
and the passion of the supporters. I've been lucky enough to live that for the last 40 odd years. Les phases finales, or the final stages of the French Rugby Championship. That's one of the great things about living in France. And the final of the French Championship, although I don't like Stade de France as a stadium, the final of the French Championship is one of the great events of world rugby. And I'm just lucky to have been able to experience that. And I just wish anybody else be lucky enough to do so, to know the real passion that the French have, especially in the southwest, for the game of rugby. Great. What a great place to finish. Thank you very much, Ian. Nice to meet you. You too, Thierry. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Un grand merci à Ian. J'espère vivement qu'il revient sur notre podcast. Allez acheter ses livres sur Amazon ou Fnac, vous ne serez pas déçus. Votre Pack de Pod reviendra d'ici 2 semaines pour parler des phases finales de Top 14 et peut-être un peu de MLR, parce que je sais que vous aimez bien ça. Suivez-nous et partagez sur tous les réseaux sociaux. Et si vous avez envie qu'on parle de vous, laissez-nous un review 5 sur 5 sur Apple Podcasts. C'est un très bon moyen. Allez, à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.